Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on continue notre top 100 de nos meilleurs jeux. Ouais, déjà la première moitié de terminée. On n'a pas eu beaucoup de croisements dans la première moitié, on a eu 2. C'est assez surprenant, 2 sur 50. Sur les 50 premiers, mais quoi qu'il nous en reste 50 à faire, peut-être qu'il y en a d'autres qui reviendront plus tard. Ouais, je pense qu'il va en avoir de plus en plus, plus on va descendre. Je pense que oui. Donc on passe ça, segment de 50 à 41. Et c'est parti. Pour mon numéro 50, c'est un jeu de party aussi assez familial qui s'appelle Meeple Circus. Okay. Donc c'est un jeu que quand j'avais vu l'annonce de jeu là, j'étais comme ça a l'air ridicule là, d'empiler des meeples, de faire des pyramides avec des composantes en bois. Mais finalement, après avoir joué, ça marche totalement. Donc le jeu, c'est comique, c'est drôle. On a aussi toute l'ambiance avec la musique, l'application. L'application ajoute une belle couche au jeu. Là. Ça ajoute une belle ambiance autour de la table. Puis tu sais, à la fin, ça a l'air niaiseux, mais dans le fond, on fait des spectacles avec des pièces de bois. Faut les empiler pour que ça fasse la plus haute structure. Puis bon, faut faire les figures qui sont demandées par les cartes. Mais à la fin, on fait notre spectacle, puis les autres joueurs nous regardent. Oui. Puis ça a l'air con de dire, ils nous regardent, ils me regardent faire mes affaires. Puis là, on sent une espèce de stress. Oui, là, c'est très stressant. On se met à shaker, on sait pas trop pourquoi. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que ça vient vraiment chercher la thématique du spectacle et du cirque. Ouais. Puis surtout que dans la dernière phase, on s'est fait donner une carte qui nous donne un challenge à respecter pour la dernière phase qui va rajouter aussi à l'effet d'immersion. On peut avoir l'obligation de faire le tour du cirque avec notre petit meeple animal pour le présenter à la foule. Fait que physiquement, il faut le faire. Puis comme c'est une phase qui est chronométrée, c'est fatigant à faire. Ça en rajoute. Ou mon préféré personnellement, c'est que tous tes acrobates, tous tes meeples, il faut que tu les présentes un par un avant de. Tu les inventes une histoire. Là. Voici Rodrigo, un acrobate italien qui vient se placer. Puis là, tu peux le mettre sur ton plateau puis tu fais ça avec chacun. Ça te prend un peu d'impro, non? C'est un bon choix. Donc à chaque fois que j'ai joué à ce jeu-là, ça a été du plaisir garanti autour de la table. Donc vraiment un jeu très amusant. Donc mon numéro 50, Meeple Circus. Dans mon cas, le numéro 50, étrangement, a aussi besoin d'une application. C'est un jeu qui est en temps réel et qui est géré par une application. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont contrôler un équipage de pirates. Et le jeu s'appelle A Tale of Pirates. Dans ce jeu-là, les pirates, c'est des petits sabliers, dans le fond, puis on a un vrai bateau de pirates en 3D qui tourne sur le plateau, qui est à peu près haut comme ça, qui est quand même une bonne hauteur, avec le mât et tout. Puis il y a des trous dans le bateau qui déterminent les différentes actions qu'on peut faire, puis on va aller placer nos sabliers à l'intérieur. Fait que si je vais aller charger les canons, je vais aller me placer dans un espace pour charger les canons, puis quand mon sablier est vide, ben là, je peux charger les canons, puis changer de place sur le bateau, puis on peut aller mettre quelqu'un sur le mât qui va explorer les eaux autour, puis qui va révéler des cartes qui sont autour du bateau, qui représentent les difficultés. Puis on a tiré du canon aussi. Il va y avoir des bateaux qui nous courent après. Fait que là, il faut prendre des actions pour tourner le bateau physiquement sur le plateau. Puis placer nos canons qui sont de chaque côté du bateau pour attaquer les bateaux autour. Puis c'est un jeu, il y a 10 missions dans le jeu. C'est un petit jeu de campagne. Puis une des parties intéressantes, c'est de découvrir le jeu parce que chacune des composantes des 10 missions est dans une petite enveloppe fermée. Un peu à un aspect legacy, là, mais il n'y a rien qu'on déchire. C'est juste qu'on rajoute du contenu au jeu au fur et à mesure qu'on avance. Fait que là, dans la mission 2, ils vont nous dire d'aller ouvrir l'enveloppe numéro 2, puis là, l'enveloppe numéro 2, on se rend compte qu'il faut aller faire une mission X, fait qu'on rajoute tel type de bateau, telle composante, il y a tel jeton qui se rajoute. Il y a une nouvelles actions aussi. Il y a des nouvelles actions qui viennent disponibles. Puis là, on voit quand on construit le bateau la première fois, il y a des espaces que clairement, on va aller rajouter du stock dessus, puis à force de faire une mission, on rajoute des morceaux après le bateau, fait qu'il devient de plus en plus gros. De plus en plus de choix d'action, c'est en temps réel, c'est super immersif. C'est vraiment un très très bon jeu, c'est coopératif. L'application est vraiment bien faite aussi. L'application est vraiment bien faite. On a une petite musique de pirate en arrière, tu entends les bruits de la mer pendant que tu te fais tirer, tu vois des boulets de canon qui revolent dans tous les sens, soit tes pirates qui sautent d'un bateau à l'autre. Fait que le visuel est intéressant, l'application est très bonne. C'est un jeu qui a passé un petit peu en dessous du radar, il n'a pas été très très publicisé à sa sortie, c'est un jeu européen. Il y a une petite sortie en Amérique du Nord. Peut-être qu'il va aussi être traduit en français dans un an, mettons. Si vous mettez la main. Puis en plus, il n'est pas très cher. Moi, je l'avais payé 50$ canadiens. Fait qu'il était un très très bon jeu. Tale of Pirates, mon numéro 50. Mon numéro 49 est une réédition d'un plus vieux jeu, une réédition d'un jeu que la nouvelle édition, c'est Roxley Games qui l'a fait.
C'est un petit jeu de stratégie à 2 joueurs qui peut se jouer à 3, mais qui est principalement un jeu à 2 joueurs qui s'appelle Santorini. Dans le fond, c'est un jeu où on va construire des petites maisons, puis le premier joueur qui réussit à amener sa pièce au 3e étage d'une maison va l'emporter. C'est des parties qui vont durer peut-être 15-20 minutes, peut-être 30 si on l'étire un peu, mais mettons 15-20. C'est une durée qui a de l'allure. Chaque joueur se fait donner une petite carte de Dieu qui va modifier comment lui va jouer sa partie, qui va lui donner un petit pouvoir. Puis les règles sont super simples. On déplace une des pièces qu'on possède, puis on construit autour. Puis si on construit sur une pièce qui était déjà sur le plateau, on construit un 2e étage. Puis là, on peut monter d'un étage quand on bouge, mais pas de 2. Puis on peut descendre d'autant d'étages qu'on veut. Fait que l'idée, c'est d'essayer de manœuvrer sur un petit plateau de 5 cases par 5 cases ou de 6 par 6. Ou même peut-être 7 par 7, mais en tout cas, un plateau carré. Essayer de manœuvrer sur le plateau pour positionner ses pièces. Fait que c'est un espèce de jeu de type échec ou dame. Ouais, c'est quasiment un tic-tac-toe en 3D. Ça, exactement. Sauf qu'avec des composantes extraordinaires, des règles super simples. Puis une belle variabilité dans le jeu, parce que juste dans le jeu de base, il y a quelque chose comme 20 ou 25 cartes Dieu. Puis ta carte Dieu va vraiment modifier. T'sais, moi, je peux construire 2 fois par tour, mais toi, tu peux te bouger aussi loin que tu veux. Fait qu'elle modifie vraiment beaucoup comment tu vas jouer ta partie. Elle te donne un gros pouvoir. Mais qui semble être balancé les uns avec les autres. Puis ils précisent même dans le livre de règles, tel dieu puis tel dieu, on ne devrait pas les jouer ces deux-là ensemble. Parce qu'il y a trop l'avantage. Il y en a un qui a vraiment l'avantage sur l'autre de la façon dont leurs pouvoirs sont balancés. Puis il y en a qui te donnent même des nouvelles conditions de victoire. Là. Si tu réussis à faire telle chose pendant la partie, tu gagnes automatiquement. Puis il y en a, puis surtout si on a la petite extension, il y a vraiment des mécaniques intéressantes. Il y en a un qui fait son déplacement sur un petit plateau secret, fait que l'autre il voit pas sur le plateau principal son adversaire il est où. Il faut qu'il essaie de deviner selon les bâtiments comment ils se font construire en popant nulle part. Fait que vraiment des belles petites mécaniques, c'est un jeu simple, facile à expliquer, facile à montrer, rapide à jouer. C'est le genre de jeu qu'on dit, tu sais, facile à apprendre, difficile à maîtriser. Là. Il y a beaucoup de stratégie quand même derrière le jeu, un petit peu comme Onitama que j'ai nommé précédemment. Donc un super beau jeu, très bon jeu. Santorini, mon numéro 49. Moi, mon numéro 49, c'est un jeu qui a à peu près gagné tous les prix dans l'industrie du board game dans la dernière année. Il s'agit de Azul. Donc Azul, bon, qui a gagné le Spiel, qui a gagné le Last Dog, qui a gagné à peu près n'importe quoi. Donc Azul, c'est un jeu abstrait où on va avoir des espèces de tuiles colorées au milieu. Donc des tuiles qui ressemblent étrangement à des bonbons, des Stardust. Donc ces tuiles-là, on va aller les recruter. Donc on va faire du draft de tuiles. Et après ça, ces tuiles-là, il faut que je les place sur mon plateau. Donc il va y avoir une certaine façon de placer les couleurs sur des espèces de rangées qui sont de 1 à 5. Et à la fin d'un tour, les rangées que j'ai réussi à compléter, mais là, je peux les transférer sur mon plateau et scorer des points. Et plus j'ai de tuiles adjacentes quand je score les points, mais là, plus on va scorer de points. On a une espèce d'effet domino, un effet boule de neige. Donc, il faut un peu planifier ce qu'on veut remplir en premier pour pouvoir, évidemment, faire des meilleurs combos pour faire plus de points. Un jeu d'une simplicité très grande, mais aussi d'une complexité très grande. Donc c'est un peu dans le étrangement le même type de jeu, bien différent, mais c'est le même esprit de jeu. Un même feeling, on est dans le même mood quand on joue à ça ou qu'on joue à Santorini. Donc, des jeux abstraits avec des super belles composantes, pas nécessairement faciles à maîtriser. Mais facile à comprendre. Ouais, c'est ça. Donc Azul qui va avoir une espèce de suite qui va ressortir dans la prochaine année. Que j'ai vu en démonstration, dans le fond, qui reprend le même système exactement de recrutement, mais que c'est le système du plateau personnel qui change. Donc, on va faire des espèces de vitrines dans celui-là. Mais ça reste dans le même type de jeu, style abstrait. Puis, c'est ça, je pense que c'est un jeu qui peut être joué par n'importe quel type de joueur. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait que ce jeu-là s'est vendu des milliers d'exemplaires. Donc, mon numéro 49, Azul. Pour mon numéro 48, j'ai choisi un jeu de placement d'ouvriers qui utilise des petits extraterrestres modifiables. Donc, il s'agit de Chimera Station, un jeu qui avait passé par Kickstarter que tu m'as fait essayer justement. Donc, on trouvait que ça avait l'air un peu d'une gamique quand on a vu ce jeu-là sur Kickstarter. Puis bon, tu l'as quand même commandé, ça t'a pas empêché. Mais je commande ça des gimmicks sur Kickstarter. Ah ouais, emmenez ça. Donc, quand on a joué, pour vrai, j'ai été vraiment surpris par ce jeu-là. Par le gameplay qui est super le fun, aussi la profondeur du jeu, le fait que le jeu commence vraiment petit, qu'on n'a pas beaucoup de choix d'action au début. Ah, parce que littéralement, t'as 5-6 actions sur le bord. Puis t'as une action dans la base. Ouais. Puis là, plus la partie avance, dans le fond, on va construire une espèce de base spatiale ensemble, qui est le plateau en fait, en plaçant des tuiles, en construisant des tuiles de station. Puis chaque station, dans le fond, devient un emplacement pour nos ouvriers qu'on peut utiliser plus tard dans la partie. Donc plus la partie avance, plus on a de choix d'action. Plus on a des combinaisons possibles, plus on fait de points.
Puis c'est vraiment comme exponentiel là, la manière qu'on fait les points dans ce jeu-là. Donc 4-5 rounds de jeu. 5 tours de jeu. Puis dans le premier tour, on va faire comme 3 points. Puis là... Ouais, littéralement, parce qu'il y a un petit compteur de points qui fait le tour qui va jusqu'à 200, je pense. Puis au début, le premier tour de jeu, tu fais 2 points, puis t'es là, on se rendra jamais à 200, c'est impossible. Puis finalement, le 5e tour, tu fais 140 points. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, les possibilités de combo commencent à se montrer de plus en plus. La partie avance. Puis les ouvriers, justement, qui sont modulables, on peut comme leur acheter des pièces pour les modifier génétiquement. Puis on peut leur mettre comme des tentacules pour qu'ils ramassent plus de ressources. On peut leur mettre des feuilles pour qu'ils génèrent de la photosynthèse puis qu'ils fassent de la nourriture. On a les pinces qui nous permettent de tasser les ouvriers pour aller prendre leurs emplacements. Fait qu'il y a vraiment plein de stratégies intéressantes avec les aspects modifiables des ouvriers. C'est quelque chose de très original et qu'on n'a pas vraiment vu ailleurs. Ben, des ouvriers spécialisés, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux, mais des ouvriers modifiables, je m'en rappelle pas. De pouvoir prendre un ouvrier puis décider, lui, je le transforme pour... parce que moi, j'aime pas ça, par exemple, les jeux qu'il faut que je nourrisse mes ouvriers à la fin du tour. Fait que je vais tous les mettre en photosynthèse, fait que je m'occupe pas de ça. Ouais. Mais puis les composantes aussi dans le jeu sont vraiment cool. C'est vraiment des belles composantes en plastique. Tu vas comme enlever la tête de ton ouvrier, tu vas y rajouter sa composante, tu remets la tête dessus. Fait que c'est beau aussi visuellement quand on regarde le jeu. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc mon numéro 48, c'est Chimera Station. Dans mon cas, mon numéro 48 est un jeu qui a déjà été nommé. C'est un jeu de cartes dans un univers fantastique où on va construire un paquet de cartes de partie en partie pour spécialiser notre personnage. Il s'appelle Pathfinder The Adventure Card Game. Dans le fond, je vais en parler brièvement. Là, David en a déjà parlé au rang 60, je pense. Fait que dans le fond, c'est un jeu où tu vas te choisir un personnage au début de la partie. Je vais prendre le barbare ou le paladin ou le magicien. Je vais me fabriquer un paquet de cartes dans lequel il y a mes sorts, mes armes, mes armures, etc., mes habiletés, mes alliés. Puis je vais prendre ce paquet de cartes-là qui est aussi mon nombre de points de vie pour une partie. On va préparer différents decks de cartes qui représentent la ville ou la grotte ou la région du monde qu'on est en train d'explorer. On cherche un vilain à aller abattre, fait qu'on va explorer ces différents paquets de cartes-là en révélant des cartes. Les cartes peuvent être des ennemis, des trappes, peuvent être des nouveaux items, des nouveaux sorts qu'on trouve. C'est toujours le même principe, là, c'est un jet donjon dragonesque à faire, là, fait qu'un jet d'intelligence ou un jet de force ou un jet d'attaque ou un jet d'arcane, etc. Là, à réaliser avec des D4 à 12. Je pense que ça va pas plus haut que des 12. Non, ça va jusqu'à 20 aussi. Ça va jusqu'à 20? Ça avec, pas dans le jeu de base. Moi j'ai juste le jeu de base, la première version. Dans le jeu de base, ça va jusqu'à 12, je suis pas mal sûr. Dans le D20, il sert à d'autres choses, il y en a pas. Moi j'en ai pas. Ouais, j'en ai pas. En tout cas, peut-être qu'on se trompe, là, vous nous le direz. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Ouais. Mais bref, le fait qu'on progresse de partie en partie, puis toutes les cartes qu'on va trouver à la fin de notre partie, on peut se les échanger entre nous, mais on doit reconstruire notre deck de cartes de base en respectant certains critères. Fait que je vais jeter mon épée courte de base que j'avais parce qu'on a trouvé une épée courte plus 2. Que maintenant, quand je commence chacune des parties, je commence avec mon épée courte plus 2. Puis en plus de ça, je peux m'ajouter des habiletés. Quand je fais des jets de force, j'ai plus 1, plus 2, plus 3. Fait qu'on monte de niveau. C'est super intéressant. La trame narrative, sans être extraordinaire, est correcte. Ouais. Mais c'est surtout l'aspect de progression. Il est vraiment intéressant l'aspect de progression. Puis c'est drôle parce que ce jeu-là, c'est que on cherche dans des paquets, on cherche le vilain dans des paquets de cartes. Puis on est comme toujours excité d'aller tourner la carte pour voir, ok, c'est une arme qu'on va découvrir, c'est un sort. Comme puis la façon que c'est fait, c'est qu'à chaque fois que tu commences une nouvelle mini-campagne, c'est des campagnes de 5 ou 6 games. Quand tu commences une nouvelle, c'est que tu ouvres une nouvelle boîte, il faut que tu achètes malheureusement. Tu vois les nouvelles cartes. Là, tu vois, on met des nouveaux sorts qu'on brasse, fait que ça se peut qu'il y ait le nouveau sort qu'on a vu, qu'il soit dans une des piles. Fait que des fois, tu as un choix weird à faire où tu commences à explorer une pile de cartes. La première carte, c'est le vilain, mais tu sais que tu es à l'académie. Il y a comme 5 sorts dans cette pile de cartes-là. Ouais. Si tu bats le vilain là, tu flushes le reste des cartes. Tu dis, oh non, on va le laisser se sauver. Là, on ne se battra pas avec. Comme ça, on va pouvoir fouiller dans l'académie et essayer de trouver des sorts. Non, c'est un jeu où la progression des joueurs, la progression de ton paquet de cartes individuelles est vraiment cool. Puis j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai le jeu de base. Là, je vais éventuellement essayer les autres jeux. Parce qu'il y en a 4, je pense, là, des jeux de base maintenant. Là. Moi, j'ai fait celle des pirates. Là. Il y a une affaire de Pharaon, là. Il y a une affaire puis de pirates. Le truc mythique. The Wrath of the Righteous. Puis celui de base qui est l'Adventure Card Game, celui que je connais, Rise of the Rune Lords. Donc, Pathfinder, mon numéro 48. Mon numéro 47, je reste dans les jeux coopératifs. C'est un jeu de brassage de dés frénétique dans lesquels il faut se sauver d'un temple qui est en train de s'écraser sur notre tête. Et j'ai nommé Escape the Curse of the Temple.
Ou Indiana Jones, le Ou board Indiana game. Jones, le board game. Dans Escape, dans le fond, le jeu c'est super simple. On commence sur une tuile. On a une grosse pile de tuiles à côté qui sont face cachée. On a une tuile face ouverte de chaque côté de l'endroit où on commence. Chaque tuile, il y a des symboles qui identifient comment je peux me déplacer sur cette tuile-là. Puis moi, j'ai 5 dés. Je roule mes 5 dés le plus vite que je peux. Puis quand j'obtiens les symboles que je veux, je peux les mettre de côté, les garder, puis rebrasser juste ce qui me reste. Et je peux dépenser les symboles que j'ai gardés de côté pour faire différentes actions sur le plateau. Fait que tu sais, ça va me dire, ça prend 2 petits bonhommes pour rentrer cette case-là. Fait que je roule, quand j'ai 2 petits bonhommes, je me tasse une case. Ça va dire que ça te prend tel petit bonhomme puis tel symbole pour explorer une nouvelle tuile. Fait que là, je peux rajouter une nouvelle tuile. Puis l'idée, c'est qu'on cherche on cherche la sortie, du temple. Puis on cherche aussi, il y a comme des espèces de cristaux verts qu'il faut aller mettre un peu partout dans le temple pour être capable de l'ouvrir la porte quand on sort, pour être capable de baisser la difficulté du jet final en quelque sorte. Fait qu'on cherche des endroits pour aller mettre ces cristaux verts-là un peu partout, puis j'ai expliqué tout le jeu. Ouais. Le jeu dure 10 minutes, littéralement. Là. C'est un jeu qui est chronométré, il y a une petite trame sonore qui vient avec. Et le gong. Ouais, il y a un petit gang à toutes les 3 minutes et demie, où il faut revenir à tous les tiers du jeu, il faut revenir dans la pièce centrale, sinon il y a une affaire qui s'écroule sur nous autres, puis on perd un truc le reste de la partie. Fait que c'est un jeu frénétique. C'est un jeu extrêmement rapide, c'est le genre de jeu qu'on joue 4, 5, 6 parties en ligne. Puis quand on commence à maîtriser le jeu, il y a un paquet d'extensions qui sont ajoutées, c'est Queen Games qui fait ça, fait que les autres, leurs extensions, c'est toujours des trucs modulaires. Ouais. Ils ont fait un big box. Ouais, ils ont fait un big box. Ou Que deux, peut-être. ils ont fait 2 éditions du big box, il y a de plus en plus d'extensions dedans. Fait qu'on peut rajouter des tuiles plus difficiles, des personnages, des pouvoirs particuliers, etc. Quand on commence à maîtriser ça, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut ajouter. C'est un jeu facile à expliquer, pas si facile que ça à jouer, mais facile à expliquer. Relativement facile à maîtriser, super le fun. C'est toujours agréable à jouer. C'est toujours agréable à jouer. C'est quand même une espèce de mini-jeu de party. C'est très très agréable. Escape, Curse of the Temple, mon numéro 47. Moi, en 47e position, j'y vais avec Blood Rage, classique. Le fameux jeu de Viking de Eric Lang, un jeu qui va être principalement du draft de cartes. Donc, on va drafter des cartes au début de la manche. Après ça, on va pouvoir utiliser ces cartes-là pour faire différentes choses. On pourra pouvoir envoyer notre clan en faire des quêtes, essayer d'aller combattre les autres clans pour contrôler les territoires sur le plateau, pour pouvoir aller piller les différents villages, augmenter les statistiques de notre clan. Donc, on a une belle progression aussi pendant la partie de décider, qu'est-ce que je veux augmenter dans mon clan. Puis dans le fond, on a des points de rage qui sont en fait les points d'action qu'on peut utiliser. Fait que là, plus j'ai des points de rage, plus je vais faire d'action dans cette manche-là. Fait que c'est quelque chose que je peux améliorer, mais je peux aussi améliorer mon clan pour qu'il soit meilleur en combat. Quand je vais faire des combats, je vais faire plus de points, etc. Il y a quand même plusieurs manières de faire des points. Étrangement, on peut même faire des points en perdant des combats. Parce que nos guerriers meurent de façon valeureuse, donc ils s'en vont au Valhalla, et quand ils vont au Valhalla, évidemment, on peut aller chercher des points aussi avec ça. Si on joue les cartes appropriées, on peut augmenter ces bonus de points-là. Donc, il y a quand même plusieurs petites stratégies qu'on peut avoir. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même plusieurs. Puis, tu sais, l'aspect de draft, j'ai vu les cartes que j'ai données à mon autre adversaire. Fait j'essaie de prévoir ce que lui va prendre. Ok, a-tu pris la carte de Lucky, il veut que j'aille l'affronter parce qu'il veut perdre? Donc il y a des belles réflexions à avoir. C'est un jeu qui a l'air à faire peur, qui a l'air complexe parce que on a plein de figurines, plein d'affaires, tout ça. Mais à la base, ça reste un jeu, je pense, qui se qualifie dans le jeu d'introduction. Donc c'est un jeu qui est pas très complexe, qui joue quand même bien. Puis comme les cartes, dans le fond, d'un âge à un autre, on a un peu les mêmes cartes qui reviennent, mais de faceté. C'est comme la version améliorée de la carte. Fait que si j'ai compris la stratégie de ce type de carte-là, là, dans les autres tours, cette carte-là va revenir, mais plus forte. Fait que je peux continuer à aller dans cette stratégie-là plus loin. C'est un jeu avec des figurines hallucinantes. Ouais, c'est un Simon. Donc, pour moi, je pense que c'est un des plus beaux. Là, côté figurines, je trouve, sont vraiment belles. Donc les figurines de Blood Rage, les beaux petits Vikings, c'est des skulls différents pour chacun des clans aussi. Fait que c'est des belles attentions comme ça. Pour moi, c'est un jeu qui est très agréable. Donc Blood Rage, que j'ai aimé mieux beaucoup que Rising Sun, pour plusieurs raisons. Mais donc Blood Rage, c'est mon numéro 47. Pour mon numéro 46, je reste dans les jeux de Simon. Ah, non. Donc, j'y vais avec Zombicide Black Plague, la version médiévale de Zombicide. C'est un jeu coopératif où on va affronter des tonnes de zombies, qu'on va avoir des personnages qui vont gagner des nouveaux équipements pendant la partie, qui vont augmenter de niveau, gagner des nouvelles capacités.
On est dans un jeu à scénario, donc on va se choisir un scénario au début de la partie, on va installer les différentes tuiles qu'on nous demande, on va avoir un objectif aussi pour ce scénario-là. Bon, ça peut être d'aller trouver des ressources, d'aller combattre le nécromancien, d'aller tuer une abomination, ça peut être un paquet de choses différentes. Mais ça revient qu'on va quand même tuer une tonne de zombies surtout ça. En se rendant à notre objectif. C'est un peu le plaisir de ce jeu-là. Encore une fois, c'est un jeu assez simple pour un jeu de figurines. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est un jeu qu'on s'est souvent servi justement pour initier des nouveaux joueurs. Donc des jeux plus lourds. Faire une partie de zombicide parce que c'est coopératif de toute façon. Fait que ça peut ouvrir les portes un peu. C'est des parties qui sont longues, zombicide. On parle de 2 à 3 heures par partie. Là. Ouais, fait que ça donne un peu le tempo à un nouveau joueur, de voir, ce type de jeu-là, c'est quelque chose qui t'intéresse ou quoi que ce soit. Donc, j'ai choisi Black Plague parce qu'ils ont un peu peaufiné les règles aussi pour cette édition-là comparativement aux zombicides de base, là, les zombicides qui se passent dans le monde moderne. Il y a aussi eu des extensions, il y a eu le spin-off qui est Green Horde aussi. Qui était la 2e saison de la version médiévale. Donc c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de matériel. Si quelqu'un veut s'investir là-dedans, il peut acheter des extensions, tout ça, acheter le Green Horde, qui sont tous compatibles ensemble. Donc Zombicide Black Plague reste quand même un classique. On joue quand même une fois de temps en temps. C'est un jeu qui sort encore. Quand on joue à de quoi, qu'on veut pas trop se casser la tête, mais on peut jaser aussi en même temps. On peut se faire une belle game de Zombicide, puis on a encore beaucoup de plaisir. Donc mon numéro 46, Zombicide Black Plague. Dans mon cas, mon numéro 46, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont s'associer pour combattre des morts vivants. C'est un jeu extrêmement difficile qui s'appelle Ghost Stories. Oh. C'est un classique, je pense qu'on peut dire Ghost Stories. C'est peut-être un des premiers jeux coop que j'ai joué un peu après les Chevaliers à table ronde. C'est un des premiers jeux de coop que j'ai joué. C'est un jeu qui est un peu tiré d'un univers de manga là, dans le graphisme là, des créatures. Grosso modo, on a un village de 9 tuiles. Ouais. Les figurines, c'est des Jedi. Ouais. On a un village de 9 tuiles au centre du plateau. Chaque tuile, il y a un villageois où on peut aller sur la tuile pour demander son aide. Mais autour du plateau, il y a comme 4 séries de tuiles là, que chaque joueur va gérer, qui sont de 4 couleurs différentes. Où il y a des fantômes qui vont apparaître, qui vont appliquer différents effets, ils vont détruire la tuile qui est en face d'eux autres, ils vont tuer un villageois, ils vont avoir des fantômes qui vont venir entrer le village. Puis il y a à peu près 12 conditions de défaite dans le jeu. Puis, grosso modo, il faut passer au travers un paquet de cartes puis aller tuer le boss qui est caché vers la fin du paquet, ou si on joue à des niveaux de difficulté supérieurs, les 2 ou 3 boss qui sont cachés dans le paquet de cartes. Faut comme survivre jusqu'au boss. C'est un tower defense. Là. Ouais, puis vraiment. il faut survivre jusqu'au boss puis tuer le boss avant que l'une des conditions de défaite soit atteinte. C'est un jeu qui a la réputation d'être un des jeux les coop les plus difficiles. C'est vraiment. Je pense que j'ai quelque chose comme 20% de succès, de victoire. Ça doit ressembler à ça. Là. Il y a des parties qu'on a beaucoup baissé le niveau de difficulté pour dire ok, on va gagner à un moment donné là, quand même. Mais le système de jeu est relativement simple. C'est un jeu, tu te déplaces, tu prends une action. L'action, c'est le villageois sur la tuile. Tu peux combattre un fantôme. Ou tu essaies de combattre un fantôme. Fait que ton tour de jeu il est super simple. Il y a beaucoup de hasard dans le jeu, mais il y a aussi des façons de mitiger le hasard. Tu peux prendre plus de temps puis ramasser des espèces de jetons qui vont te rajouter des bonus. On se bat avec des dés. Des dés, c'est des couleurs dessus. C'est pas des valeurs numériques. Mais je peux prendre un tour de jeu ou 2 pour aller ramasser 3 jetons jaunes avant d'aller battre le fantôme, que ça me prend 4 jaunes. Fait que même si je suis pas chanceux dans mes dés puis je roule juste un succès, je vais pouvoir dépenser tous mes jetons pour le battre. Ou prendre une chance puis aller avec 4 dés puis espérer que je l'ai d'un coup. Fait il y a la façon dont ça gère est super intéressante. Les extensions amènent des belles variabilités aussi à l'intérieur du jeu. T'en as un qui amène des reliques et des objets magiques. Il peut jouer le méchant. Il y en a un qu'on peut jouer one versus all, le méchant. Il y en a un qui contrôle les vilains, qui est intéressante aussi, mais ça c'est plus un jeu coop. Il y en a qui aiment moins ça pour ça. Mais c'est un très beau jeu, très bon jeu, relativement simple à expliquer dans ses règles, mais beaucoup de profondeur, mais extrêmement difficile. Ce que j'apprécie, parce qu'il y en a comme par exemple celui qui vient d'être nommé, un de ses défauts, c'est qu'il vient facile vers la fin de la partie. Et on passe maintenant un seuil qu'on sait qu'on va gagner, puis il n'y a vraiment rien qui peut se passer. Comme il y a 30 zombies qui apparaissent, on les tue tous. Il y a 30 zombies qui apparaissent, ouais, c'est ça. Puis on avance à pas de tortue, mais... C'est son défaut principal, mais d'autres vont dire que c'est sa principale qualité. Mais dans le cas de Ghost Stories, toutes les parties que j'ai jouées ont été difficiles. On n'a jamais gagné facilement. Puis ce jeu-là, on dirait qu'il a vraiment passé dans l'ombre parce qu'il est sorti à peu près en même temps que Pandémie. Ouais. Tu sais, Pandémie. Il est sorti en 2008-2009. Ouais, 2008, je pense. Pandémie était tellement populaire justement que Ghost Stories, qui est sorti à peu près dans le même temps, il est un peu resté dans cette ombre-là.
Mais pour moi, je pense que c'est un jeu qui est supérieur pour le défi qu'il représente aussi. Oui, supérieur de loin le thème est très cool aussi. Ouais, parce que dans le fond, tu as des moines chinois qui essaient de combattre des esprits maléfiques qui veulent envahir un petit village en Chine. Fait que c'est une thématique qu'on retrouve pas nécessairement souvent aussi. T'as la mythologie chinoise qui est explorée par les créatures qu'on affronte. Fait que c'est vraiment un jeu super intéressant, très beau jeu, très bon jeu. Il y a plus d'extensions qui est ça aujourd'hui. Puis mine de rien, c'est un jeu quand même qui a un auteur de renom, là, c'est Antoine Bauza qui fait ça. Fait que Ghost Stories, mon numéro 46, recommande fortement si on est capable de le trouver. Mon numéro 45 est un jeu de contrôle de territoire. On pourrait même dire un jeu qui rentre un peu dans la catégorie Dude on a map, là, des bonhommes sur le terrain, mais sans figurines. C'est probablement le jeu de contrôle de territoire le plus simple que je connaisse. C'est ça qui fait sa force avec énormément de variabilité dans les pouvoirs que les différentes factions vont avoir. Ça s'appelle Small World. Small World, dans le fond, l'idée, c'est qu'on va marquer un certain nombre de. Faut marquer plus de points de victoire sur 8, 10 ou 12 tours de jeu. Là, ça dépend du nombre de joueurs qu'on a. Il y a des maps personnalisées selon le nombre de joueurs qu'on a aussi, littéralement. Fait que la map à 2 est pas pareille comme la map à 3, qui est pas pareille comme la map à 4. Puis c'est pas juste contrairement aux jeux qu'on tronque une certaine partie ou utilisez pas ça. Il y a vraiment 4 maps qui viennent avec le jeu, 2 recto verso. Fait qu'on les vire d'abord, c'est une map vraiment adaptée pour le nombre de joueurs qu'on a. Déjà, c'est un petit plus. C'est Days of Wonder qui fait ça, fait que les composants sont tout le temps super. Puis l'idée, c'est qu'on va mixer un gros paquet de piles de pouvoir, puis un gros paquet de piles de peuple. On va coller ça ensemble, puis après, on les défile en mettant un pouvoir avec un peuple, un pouvoir avec un peuple. Puis là, on va aller choisir quel peuple on est. Fait qu'une partie, je peux être des squelettes volants, puis l'autre partie, je suis des elfes marins, puis l'autre partie, je peux être des humains volants, ou des squelettes marins, ou des loups-garous. Des bois, là. Ainsi de suite, des trolls, loups-garous ou whatever. Puis dans une autre partie, il va y avoir d'autres combinaisons de pouvoirs qui vont se faire. Puis l'idée est super simple, c'est on prend un certain nombre de. Il y a presque pas de hasard dans le jeu. Il y a 3 unités sur le terrain que je veux prendre, il faut que je déplace 4 unités pour y aller. L'autre unité d'après, il y a 2 bonhommes, 2 adversaires, ben, si j'en déplace 3, je prends contrôle du terrain. Fait qu'il y a beaucoup d'aller-retour dans la possession des terrains. Je déploie mon armée, puis là, après ton tour, c'est toi qui déploies son armée qui vient ramasser tous les terrains que j'ai pris. Puis la grande particularité du jeu, c'est qu'à un moment donné, tu vas passer en déclin, tu vas abandonner ton peuple, puis tu vas falloir que tu t'en choisisses un nouveau. Puis quand est-ce que tu fais ça, toute la stratégie du jeu tourne autour de ça. Si tu le fais un tour trop tard, ben là, il ne te reste plus rien sur la map au moment où tu décides de passer en déclin, ou tu t'es fait wiper complètement. Si tu le fais trop tôt, ben il te restait peut-être encore des belles opportunités d'aller marquer des points avec ton peuple actuel avant de passer en déclin, puis de te choisir un nouveau peuple au tour suivant. Un super beau jeu, des super belles composantes. Il y a beaucoup de mini-extensions qui ajoutent encore des nouveaux peuples, des nouveaux pouvoirs, puis il y a des extensions un peu plus grosses qui ajoutent soit les rivières, soit les îles. Le souterrain, il y a les îles volantes, etc. Fait qu'il y a énormément de rejouabilité à l'intérieur de la boîte. C'est un super jeu, puis des règles vraiment simples. Le livre de pages, je pense que le livre des règles doit faire 3-4 pages. Il est vraiment super simple comme jeu pour un jeu de contrôle de territoire, ce qui est assez rare. Fait que Small World, mon numéro 45. Excellent choix. Ouais. Moi aussi, j'ai choisi un Days of Wonder en numéro 45. Okay. Moi, c'est un jeu de Bruno Catala, puis je pense que c'est dans ses jeux le plus complexe ou le plus gamer. C'est Five Tribes. Donc, Five Tribes, un jeu où on va avoir un paquet de meeples sur le plateau au début de la partie qu'on place de façon aléatoire. Le plateau est aussi fait de tuiles qu'on place de façon aléatoire. Et dans le fond, à notre tour, on va choisir une des tuiles sur le plateau, on va prendre les meeples et ensuite on va déplacer les meeples en laissant un par case. Et l'endroit où on termine notre déplacement, mais là on va activer la tribu, la couleur du dernier meeple qu'on a placé. Et chacune des tribus va avoir un pouvoir. Bon, on a les marchands qui nous permettent d'acheter des cartes. On va avoir les prêtres qu'on va utiliser pour plus tard pour faire des points ou aller acheter des djinns. Donc on va avoir les assassins qui nous permettent de tuer un meeple sur le plateau ou tuer un meeple d'un autre joueur. Donc on va avoir différents effets. Et quand on va aussi terminer une tuile, on va pouvoir placer des espèces de petits... en fait, on va pouvoir placer des chameaux. Puis plus on place de chameaux, ben là, plus on va marquer de points. On va marquer les points de la tuile. Et on a aussi des actions qu'on peut faire parce qu'on va activer la tribu où on termine, mais on va pouvoir aussi activer l'action de la tuile où on termine. Fait qu'il y a vraiment une grosse réflexion à faire. Ok, si je fais ce coup-là, ok, je peux activer ce tribu-là, puis cette tribu
là, ici, mais si je la bouge à tel autre endroit, ben en plus, je vais pouvoir activer la tuile qui va me donner de quoi de bon. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de réflexion à prendre quand on joue à ce jeu-là. C'est un peu son défaut d'ailleurs, parce que on peut avoir la paralysie d'analyse lorsqu'on va réfléchir à notre tour de jeu. Puis tu sais, je peux pas trop penser à mon tour avant que les autres joueurs jouent, parce qu'ils vont... Ça se ils vont modifier le plateau. Ils vont modifier le plateau, ils vont déplacer des affaires. Fait que ce que je veux faire, ça se peut que ça marche même plus rendu à mon tour. Fait que là, il faut vraiment que j'y repense rendu à moi. Fait que ça peut un peu ralentir le tempo. Mais c'est un jeu de stratégie que j'adore. C'est cette espèce de mécanique-là qui est basée sur le Mancala, le déplacement des petits meeples comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Il y a aussi quelques extensions qui rajoutent il y en a une qui rajoute un nouveau peuple, il y en a qui rajoutent des nouvelles règles, des nouveaux djinns, etc. Donc, un jeu qui a plusieurs façons de scorer des points. On finit avec des scores assez élevés. À chaque fois que j'ai joué à Five Tribes, ça a été des super belles expériences de jeu. Donc, c'est mon numéro 45, Five Tribes. Bon choix. Pour mon numéro 44, j'y vais avec un jeu de Red Raven Games. Il s'agit de Near and Far, un peu une suite spirituelle à Above and Below. On est dans un jeu où on va avoir un personnage, on va recruter aussi d'autres personnages pour mettre dans notre équipe, aller faire des quêtes ensemble à l'extérieur du village. Pour moi, ça ressemble à une espèce de RPG, mettons au Super Nintendo. Ouais. Le feeling qu'on a de ce jeu-là. On est dans le village, on va ramasser des trucs, on va recruter du monde. Après ça, quand mon équipe est assez bonne, mais je sors du village, on va faire des petites aventures à l'extérieur du village. Je vais aller combattre des monstres, je vais aller faire des quêtes. Les quêtes, c'est un peu le même principe qu'Above and Below. On va avoir une espèce de livre, on va aller chercher une petite trame narrative avec des choix à l'intérieur de ça pour ramasser différentes ressources. On va avoir différentes façons aussi de marquer des points. On va pouvoir se fabriquer des objets pour se donner des petits pouvoirs. On a même des cartes qui sont vraiment fortes, des genres d'artefacts qu'on peut forger, qui vont donner un bonus pendant la partie, mais qui donnent aussi beaucoup de points. Plus on va combattre de monstres, plus on va faire de points aussi. On va aller aussi placer des petits campements sur la carte à force de faire nos aventures. Puis là, plus je mets de campements, mais là, plus je vais marquer des points aussi. Il y a une extension qui est sortie aussi qui ajoute un mode coop qui est vraiment cool. Donc on a une espèce de big boss à battre. Donc on a du temps aussi. Plus on prend de temps, mais plus le boss est difficile. Fait que là, il faut essayer de gérer ça aussi. Donc vraiment intéressant ce jeu-là. Encore une fois, un visuel hallucinant de Ryan Lockett qui fait son jeu, mais qui fait aussi tout son graphisme. Son graphisme, c'est fou le travail qu'il doit prendre. Ça doit prendre du temps à faire un jeu. Il peut bien sortir un jeu par année parce que avec tout le travail qu'il met là-dedans, mais c'est un des produits de qualité, du gameplay qui est le fun, qui est intéressant. Des jeux qui ont quand même beaucoup de règles, mais qui sont pas nécessairement complexes, qui ont une belle iconographie. Donc c'est une fois qu'on a joué, une fois qu'on a compris les symboles, ben c'est facile d'embarquer puis de s'en rappeler. Donc, Near and Far, on a aussi un mode campagne là-dedans qu'on peut faire, puis que notre personnage va évoluer de partie en partie. Donc, vous avez beaucoup de choses dans cette boîte-là que vous pouvez faire. Donc, Near and Far, pour moi, un de ses meilleurs jeux. Donc, mon numéro 44. Dans mon cas, le numéro 44 est un deck building coopératif. C'est un genre que j'aime beaucoup. C'est le 12e deck building de ta liste? Peut-être le 7-8e, mais de 15 à peu près. C'est pas si pas, il en reste d'autres. C'est un deck building coopératif, c'est probablement le plus difficile dans tous ceux que j'ai mis. Le plus difficile à gagner des parties, le plus difficile à progresser. C'est probablement aussi celui qui a l'univers le plus difficile d'accès. C'est probablement celui qui est le plus mitigé au niveau des critiques dans tous ceux que j'ai mis. Ça s'appelle Shadowrun Crossfire. Shadowrun Crossfire, c'est un deck building où on va choisir une mission dans la boîte de base. Il y en a 3, puis il y a une petite extension qui en rajoute comme 7-8. On va choisir une mission. La mission va nous dire comment placer notre mise en place. On a un deck d'ennemis qui sont en 2 niveaux de difficulté. Il y a un deck de Crossfire qui sont des événements extrêmement négatifs qui nous pop dedans à tous les tours. Puis on a un deck de cartes qui va être personnalisé. En fait, tous les joueurs ont les mêmes cartes exactement, mais la quantité des cartes selon leur classe va dépendre selon la classe qu'on a choisie. Pour ceux qui connaissent l'univers de Shadowrun, celui qui est le samouraï, le street samouraï, il va avoir beaucoup de cartes d'attaque de gun dans ses mains. Il va avoir moins de cartes de streetwise, il va avoir moins de cartes de willpower. Le mage va avoir beaucoup de cartes de willpower, moins de gun, bon, etc. Puis grosso modo, c'est qu'on va se faire flipper des ennemis devant nous autres. Puis là, on va se faire associer à la carte d'ennemi. Puis l'ennemi, il y a une série de cartes de couleurs qu'on va avoir à jouer dans un ordre particulier pour être capable de le battre.
en certaines quantités. Des fois, la carte, la couleur ne sera pas identifiée, fait qu'il faut jouer autant de cartes de la même couleur qu'on veut pour battre une des étapes de l'ennemi. Puis quand on a battu chacune des étapes de l'ennemi, on gagne une petite récompense en argent. Puis c'est avec cet argent-là qu'on peut acheter des nouvelles cartes. L'aspect deck building. L'aspect deck building, puis les cartes qu'on achète viennent direct dans notre main, fait qu'on peut les réutiliser pour directement au tour suivant. Sauf que tu piges pas nécessairement tous les tours de jeu, tu défausses pas tes cartes à la fin du tour de jeu. Fait que si j'ai fini mon tour à 0 cartes parce que j'ai joué 5 cartes dans mon tour, ben j'en pige 2, puis mon prochain tour j'ai juste 2 tours de cartes, fait que je peux quasiment rien faire. Ouais, non, c'est ça. Il est tough, là, il est difficile, là, puis t'as un système de progression qui fait que c'est des petites fiches, une espèce de plastique que tu peux écrire dessus, puis tu peux coller des collants sur tes fiches parce que tes personnages progressent. Puis je sais qu'ils l'ont corrigé un petit peu avec Dragonfire, qui est la suite spirituelle. C'est les mêmes règles, mais dans l'univers de Donjon Dragon, où les personnages progressent plus vite, mais dans Shadowrun, tu vas jouer 10-12 parties avant de t'acheter un petit collant, ton premier collant. C'est une petite habilité assez insignifiante. Ben, qui fait qu'au début de la game, le premier tour de jeu, tu piges une carte de plus. Ça, c'est ton premier pouvoir, puis ça t'a pris 12 games de débloquer ça. Ouais, c'est ça. Fait que il y a plusieurs personnes qui vont avoir trouvé très pénible le système de progression qui est extrêmement lent. Mais personnellement, il me dérange pas parce que de toute façon, c'est un jeu que j'aimerais assez pour jouer 50 parties, même s'il n'y avait pas de système de progression. Fait que tant mieux. C'est juste qu'après 15, je débloque un petit quelque chose, puis après 20 autres, j'en débloque un autre. Puis j'ai joué assez pour maximiser des personnages. Fait que ceux qui ont déjà joué à Shadowrun Crossfire savent à quel point. T'as joué beaucoup. J'ai joué beaucoup, là. J'ai des personnages qui ont des collants, qui ont 3 collants à 30 points d'expérience et plus dessus. Fait qu'ils savent combien de temps ça prend à débloquer ça. C'est fou. Ils sont très très puissants. Mais c'est un système de progression qui est extrêmement lent, mais qui permet de profiter beaucoup du jeu. Le jeu, il est difficile. Il faut que tu sois prêt à te faire rentrer dedans. Tu vas les perdre. Il y a littéralement des règles où tu peux dire OK, on est rendu à moitié, c'est sûr qu'on la gagne pas. On essaie juste de se sauver et de survivre. Puis si on réussit, on fait 1 point d'expérience au lieu de 3. Ouais. Si on réussit à se sauver. Fait que c'est un jeu qui a des règles que ça se peut que tu réussisses pas à te sauver. J'ai quand même joué peut-être au moins une quinzaine de games de Dragonfire, encore une fois. Le même système. Pour avoir juste un collant sur mon personnage. Moi, je jouais un cléric, puis mon pouvoir c'était Turn Undead. Fait que s'il y avait des morts vivants qui apparaissaient devant les joueurs, ben, le premier tour, ils pouvaient pas agir. C'est vraiment puissant, mais depuis que j'ai eu mon collant, j'ai jamais rencontré de mort vivant. Fait que là, tu sais, à quel point cette progression-là est utile ou pratique. Il faudrait jouer, comme tu dis, 50, 60 games à ce jeu-là pour pouvoir avoir des habilités qui sont significatives. Mais il y a tellement de jeux campagne en Star qui sortent. Je suis d'accord que l'aspect de 50 parties de Dragonfire versus 50 parties de Gloomhaven. La progression dans Gloomhaven, elle va paraître beaucoup plus. Là. Oui, tout à fait. Ben, en même temps, le jeu est bâti comme ça. Fait faut que tu aimes ce type-là. Moi, c'est que j'aime beaucoup l'univers de Shadowrun aussi. Puis il n'y a pas beaucoup de jeux qui se passent dans l'univers de Shadowrun. Il y en a juste quelques-uns. Puis celui-là, c'est probablement le meilleur qui existe pour l'instant sur le marché de board game, pas de RPG. De board game. Puis d'ailleurs, c'est Catalyst qui le fait. Fait que le livre de règles est tout aussi mauvais que n'importe quel livre de règles de Shadowrun. Si on comprend rien quand tu lis ça la première fois, il faut aller voir des vidéos, des trucs comme ça. Mais ça reste un super bon deck building, mais c'est un deck building difficile. Fait que si on veut vraiment un challenge, c'est un deck building co-op. Fait qu'on peut jouer seul aussi ou à deux en contrôlant 2 personnages chaque pour se faire. Il est vraiment fait pour avoir les 4 classes dans la partie. Là. Sinon, les règles pour pallier à ça sont pas excellentes. Dans Shadowrun, c'est scale moins bien. Classe, là. C'est ça. Scale moins bien à moins que 4. Mais ça reste pour moi un excellent jeu de cartes. Très difficile, si on aime les jeux difficiles, mais un excellent jeu de cartes, Shadowrun Crossfire. Mon numéro 44. Mon numéro 43 est un jeu quand même assez vieux. C'est un petit jeu d'enchères où on va construire une civilisation à l'époque gréco-romaine, en quelque sorte. C'est un jeu qui s'appelle Péloponnèse. Dans Péloponnèse, dans le fond, chaque joueur va avoir un petit plateau de civilisation sur laquelle on va suivre la quantité de nourriture que notre empire possède, la quantité de métal, de bois, de la population, des petites statistiques de base. Puis on va tout simplement, à tous les tours de jeu, va avoir une offre soit de différents terrains, soit de différents bâtiments qui vont être offerts à tous les joueurs. Puis les joueurs vont passer par une phase d'enchère pour essayer d'aller gagner ces tuiles-là. Puis il va toujours avoir une ligne d'enchère où on peut décider tout simplement de surpayer une tuile pour l'acheter directement parce qu'on la veut vraiment, puis d'empêcher les autres joueurs de mettre en enchère dessus, mais on la paye 3, 4, 5 sous plus cher que ce qu'elle vaut normalement. Chaque tuile a un minimum, un coût minimum qu'il faut mettre pour pouvoir participer à l'enchère sur cette tuile-là. Puis ensuite, selon la tuile qu'on a achetée, les terrains, on va les placer à droite de son plateau, les bâtiments à gauche, les bâtiments vont avoir des ressources à dépenser, mais on peut faire des emprunts de ressources à la banque pour payer la ressource plus tard.
de notre bâtiment, puis à la fin de chacun des tours de jeu, on va flipper 2 jetons dans une grosse pile de jetons qui vont avancer différentes crises autour du jeu. Puis une fois qu'on retourne le 3e jeton, au bout de quelques tours de jeu, d'un type de crise en particulier, il y a une crise qui nous pète d'en face, la famine, la peste, la maladie, le déclin de l'Empire, etc. Fait que c'est un jeu qui a plusieurs choses intéressantes, t'sais. Entre autres la gestion des crises. On sait que toutes les crises du jeu vont péter avant la fin de la game. On sait pas dans quelle heure. Une fois que le deuxième jeton inondation a tourné, ben, le tour suivant, est-ce qu'on essaie de se préparer à l'inondation ou on prend une chance en disant ok, c'est pas ce tour-là que l'inondation va sortir, je m'en occupe pas, je m'en occuperai le prochain tour, mais on n'est pas chanceux, l'inondation sort, nos bâtiments sont tout pétés parce qu'on s'en est pas occupé, nos champs sont envahis d'eau. Puis le système de score à la fin de la partie il est super intéressant parce que comme d'autres jeux ont fait par la suite, parce que ça c'est un jeu qui a 10 ans là, à peu près, Péloponnèse, d'autres jeux ont fait ça par la suite, mais à la fin de la partie, tu vas calculer 2 façons différentes de scorer tes points. Il y en a une qui dépend de ta population. Plus ta population est haute, plus tu marques de points. Tu mets ça dans une colonne. Puis ensuite, tu fais le cumul des points de victoire de tous les bâtiments, tuiles que tu as achetés pendant la partie. Tu fais une deuxième colonne, puis le plus bas, tu as tes 2 scores, c'est ça ta valeur. Fait que si tu as construit des grosses merveilles, plein de bâtiments, plein de terrains, tu as un gros empire, t'as pas une bonne mais t'as population. 3 personnes dedans, mais c'est pas ton empire qui gagne. Mais c'est une espèce d'empire de fou qui a plein de monde dedans, mais qui vivent tous dans des taudis parce que t'as pas de bâtiment, t'as pas de ville, t'as pas rien, t'as pas de terrain pour les faire vivre, ben tu perds pareil parce que tu prends juste le plus bas parmi tes différents scores. Tu peux pas te concentrer dans une affaire. Tu peux pas te concentrer juste sur une affaire, t'as pas le choix de t'occuper un peu des deux. Okay. Puis les tuiles sont simples à construire. Le visuel du jeu, honnêtement, il est relativement bof. C'est un vieux jeu euro. C'est des tuiles grises avec un plateau gris, avec un peu de beige là, pour ajouter de la couleur, puis des fois du brun. Fait que il n'est pas super beau, les composantes sont pas extraordinaires, mais les mécaniques de jeu, la mécanique d'enchère, la mécanique de crise, la mécanique d'enchère est super le fun parce que tu n'es jamais mis de côté, entre autres dans les enchères, tu peux toujours te rapatrier sur d'autres choses, puis si tu n'achètes rien, c'est que tu vas faire de l'argent pour le tour, ce qui va te permettre d'être le premier à acheter le tour suivant, parce que tous les autres vont avoir acheté de quoi, fait que tu as plus d'argent que les autres. La mécanique de crise, la mécanique de score de points à la fin de la partie, c'est vraiment des belles mécaniques. Je sais qu'il y a un Big Box qui est sorti, je sais pas s'ils ont amélioré les composantes, moi j'ai encore la vieille édition. Mais c'est un très bon jeu si vous aimez les jeux d'enchères, les jeux de civilisation, c'est un des meilleurs jeux qui mixent ces combinaisons-là. Puis c'est probablement le jeu de civilisation que je connais qui a le meilleur ratio complexité versus le fun que tu as, dans le sens que ça prend 45 minutes de jouer une partie, c'est simple à expliquer, c'est rapide à jouer. Puis c'est un beau jeu de civilisation que tu as l'impression que tu as bâti de quoi d'intéressant à la fin de la partie. Donc Péloponnèse, mon numéro 43. Bon, mon numéro 43, c'est un jeu qui dure littéralement 5 minutes. Ah, ouais, j'ai une idée, c'est quoi? C'est même dans le titre, donc c'est 5 Minute Dungeon, un jeu coopératif en temps réel où on va devoir jouer des cartes pour résoudre des crises ou des monstres, des trappes, des adversaires qui vont se mettre devant nous pour se rendre jusqu'au boss du donjon et on va devoir évidemment l'affronter. Et tout ça en dedans de 5 minutes. Chronométré par une application qui a une petite musique d'ambiance, qui a une petite narration un peu comique aussi au début de la partie où le narrateur va se moquer un peu de nous autres. On va pouvoir jouer plusieurs parties d'affilée parce que si on bat le premier boss, ben là, on peut aller dans un donjon plus difficile. Deuxième étage du donjon, il y a un deuxième boss, il y a plus de cartes, fait que là on joue plusieurs parties pour faire les différents étages puis se rendre le plus loin possible. Un jeu super agréable, un beau petit filler. Super simple, ça s'apprend bien. Les cartes, vraiment aucun texte. La plupart des cartes, c'est des symboles. On a comme 5 symboles. Puis on a nos cartes spéciales qui ont des petits pouvoirs qu'il faut lire. Fait que c'est sûr que des fois, la première partie, ok, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben là, faut pas que je prenne 30 secondes à lire une carte parce qu'on a juste 5 minutes pour jouer. Fait que le temps de connaître notre paquet de cartes aussi. On a différents personnages qui sont aussi recto-verso, qui ont un pouvoir différent. Un deck différent aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Puis si vous aimez moins la thématique médiévale, explorer un donjon, il y a la version 5 Minute Marvel qui vient de sortir, que là on combat des super vilains en contrôlant des super héros. Il y a des petites différences au niveau des règles, mais dans l'ensemble c'est 95% le même jeu, là, même 90% c'est juste que le même jeu. À la place d'avoir chacun de notre deck, on a une toute petite pile qui est individuelle, puis on pige nos cartes d'un deck commun. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a un peu plus de mélange, tandis que dans Fire Minute Dungeon, on est plus spécialisé. Fait qu'il faut vraiment être complémentaire avec notre équipe un peu plus. Ça fait que 5 Minute Marvel est un petit peu plus facile aussi, parce que tu restes moins. Ça arrive moins souvent que tu bloques devant un ennemi parce que tu peux rien faire. Effectivement. Donc, un super beau jeu agréable. Mon numéro 43, 5 Minute Dungeon. Mon numéro 42, c'est un des rares jeux qui se passe dans l'univers de Donjon Dragon. Okay.
et qui est de style Euro. Parce que souvent, les jeux de Donjon Dragon, c'est assez Ameritrash, assez Dungeon Crawl. Bonne idée, c'est donc, c'est Lords of Waterdeep, un jeu de... pensé qu'il aurait été plus haut. Un jeu de placement d'ouvriers. Un jeu très classique là, dans le placement d'ouvriers où on a différentes cases dans la ville au début. On peut aller chercher des ressources en fait qui sont des aventuriers qu'on recrute pour aller faire des quêtes. Fait qu'on va aller recruter des guerriers, et non pas des cubes oranges. On va aller recruter des rogues, des magiciens, des prêtres pour aller faire nos quêtes. Les quêtes vont te donner des points, peuvent te donner aussi différentes ressources. Ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que plus la partie avance, on va avoir l'option de construire des bâtiments dans la ville de Waterdeep. Et quand je construis un bâtiment, il m'appartient, donc je vais le mettre à ma couleur. Ça devient une nouvelle case pour les ouvriers, donc je peux aller mettre mon ouvrier faire ces actions-là, qui sont aussi meilleures que les cases de base. Mais les autres joueurs peuvent aussi aller sur ces cases-là pour faire l'action. Et si les autres joueurs y vont, ils vont devoir me donner, en fait, je vais prendre aussi quelque chose de la réserve, donc ça va me donner quelque chose à moi aussi, ça va me donner à peu près la moitié de ce que l'autre va ramasser. Fait que c'est intéressant de voir, j'ai construit un beau bâtiment, les gars, allez-y, c'est super bon. C'est sûr que c'est bon, mais ça va aussi m'avantager d'y aller. Mais de toute façon, s'ils vont pas, moi je vais y aller parce que ça reste une bonne case. On va avoir une carte de seigneur aussi qui va nous donner un bonus de points selon un type de quête qu'on fait pendant la partie. Fait qu'on va essayer de se concentrer sur ce type de quête-là. On va avoir aussi un petit aspect Take That. Donc on a des cartes d'intrigue qu'on peut aller jouer au port. C'est des cartes où on peut un peu attaquer les autres, leur voler une ressource ou leur mettre une quête obligatoire dans les pattes pour qu'ils les bloquent un petit peu. Ça avant de faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Donc un petit peu de Take That. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'on a fait ces actions-là au port, on peut replacer ces ouvriers-là à la fin de la ronde pour aller faire d'autres actions dans ce qui reste de disponible. Donc, un jeu super agréable. On va aussi gagner d'autres ouvriers en cours de partie pour pouvoir avoir un peu plus d'action. Fait qu'une espèce de progression aussi avec le plateau, avec le nombre d'ouvriers. Il y a des nouvelles actions qui s'ajoutent au fur et à mesure que ça avance, il me semble. Avec ce qu'on construit en fait. Puis les bâtiments, si on les construit pas, à chaque ronde, on va rajouter comme une pile d'un petit point de victoire sur chaque bâtiment. Fait que là, à un moment donné, ce bâtiment-là n'est pas super bon, mais il y a 6 points de victoire dessus. Il y a quelqu'un qui va y aller. Je vais aller le construire de toute façon, ça va devenir payant. Donc, super jeu de placement d'ouvriers. J'ai le super upgrade des Meeple Donjon Dragon que j'ai reçu en cadeau à ma fête à un moment donné. Donc ça, c'est très cool d'avoir ces petits Meeples-là au lieu d'avoir les petits cubes, évidemment. Plus immersif. Ouais. Donc, Lord of Waterdeep, mon numéro 42. Dans mon cas, mon numéro 42, j'essaierai même pas d'expliquer tous les concepts qu'il y a dans ce jeu-là. C'est un jeu euro où nous sommes des artistes qui participons qui voulons étaler des toiles, faire une galerie d'art. C'est un jeu euro qui, je pense, met toutes les mécaniques qui peuvent exister dans un jeu d'euro et qui met toutes dans le même jeu. C'est un jeu très lourd, pas facile d'accès. C'est un jeu qui s'appelle Bruxelles 1893. C'est un super bon jeu, c'est un super beau jeu, mais c'est un jeu extrêmement difficile à maîtriser. Une des particularités de Bruxelles, c'est que Bruxelles, il y a 2 plateaux de jeu carrément. Puis sur un des plateaux, il y a la sélection des actions qu'on va faire par tour. Fait que on va tout simplement envoyer nos ouvriers faire différentes actions, puis au début du tour, on va flipper une carte qui va déterminer selon le nombre de joueurs lesquels des 25 cases sont disponibles pour ce tour de jeu-là. Si on joue à 2, il va y avoir juste 9 des 25 cases qui sont disponibles. Fait qu'on va placer une espèce de petit cadre pour aller limiter le plateau d'action. Si on joue à 4, il va y avoir un plus grand, ça va être 16, je pense, cases qui sont disponibles. Fait qu'on va commencer par faire ça. Mais c'est que l'idée, c'est que les cases, c'est 5 rangées de 5 cases. Puis dans le bas de chacune des colonnes de cases, on va placer une carte qui va être gagnée à la fin du tour de jeu. Puis au centre de l'intersection de 4 cases d'action, fait qu'il y a une petite zone de contrôle de territoire qui va rapporter des points de victoire à la fin de jeu. Fait que quand je place mon ouvrier, je vais placer mon ouvrier avec de l'argent dessus. Je vais faire l'action de la case que j'ai choisie. Puis à la fin du tour de jeu, on va aller regarder dans chaque colonne qui a placé le plus d'argent au total. Puis le joueur qui a placé le plus d'argent va gagner la carte qui est dans le bas de la colonne. Fait qu'il y a une enchère que tu participes graduellement au fur et à mesure que le tour avance. Puis pour chaque petite icône de points de victoire, on va aller regarder qui a placé le plus d'ouvriers autour de cette icône-là. Puis lui va aller marquer des points de victoire selon une autre échelle que tu peux influencer sur le deuxième plateau. Fait que plus tu es avancé sur cette échelle-là, plus tu vas gagner de points de victoire sur chaque zone que tu réussis à contrôler. Fait que quand tu places un ouvrier, tu te dis OK, combien je mets d'argent dessus? Est-ce que la carte du bas m'intéresse? Est-ce que je veux participer à cette enchère-là? Tu te dis aussi, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont proches de l'action que je viens de choisir que je pourrais vouloir les faire parce que je vais essayer de gagner la majorité sur cette borne de points de victoire-là?
Puis ça, c'est une moitié du plateau. T'as presque rien à penser. Non, t'as presque rien à penser. Là, t'as un deuxième plateau, tu peux aller faire des actions extrêmement puissantes, mais tu perds les ouvriers parce que là, tu fais des actions illégales, fait que tes ouvriers vont se faire arrêter puis ils s'en vont en prison. Puis là, il va falloir que tu prennes d'autres actions, que tu engages des personnages qui ont de l'influence, parce que les cartes en bas, ça peut être des actions spéciales que tu gagnes, mais ça peut être des personnages que tu peux prendre une autre action pour utiliser des personnages que tu as gagnés précédemment qui vont te servir à aller libérer tes ouvriers qui sont en prison, tout en essayant, puis tes ouvriers peuvent entre autres aller influencer sur la valeur des bornes de points de victoire qui sont sur l'autre plateau. Puis là, toi, tu as une petite maison que tu construis. Ah, ben oui, pas ça d'affaires. Dans laquelle tu vas installer ta galerie d'art puis tout ça. Fait que là, tu vas construire des étages dans ta petite maison en allant sur différentes actions. Il y a du stock dans ce jeu-là, c'est incroyable. C'est fou comme il y a du stock. Puis tu as une petite échelle, une espèce de petite horloge que tu peux influencer que selon les flèches de l'horloge, où est-ce qu'ils pointent, ça va influencer le coût des bâtiments que tu vas construire. Fait que tu peux faire des actions pour influencer ça pour que ça coûte les ressources que toi t'as, mais que les autres ont pas quand tu construis quelque chose. Parce que moi, j'ai plein de bois, par exemple, j'ai plein de ressources, fait que j'aimerais ça que ça soit juste du bois que ça coûte, parce que moi, je vais pouvoir dépenser, que personne d'autre a du bois, que les autres pourront pas construire à leur tour. Il y a du stock à penser, c'est fou. Ça a l'air intense. C'est extrêmement intense. Puis au niveau des règles, c'est pas tant qu'il est complexe. Comme souvent, les jeux euro, les règles en tant que telles sont pas compliquées. Mais c'est juste que, OK, sache que quand tu fais cette action-là, ça influe, ça a une influence sur l'enchère, le contrôle de territoire, ça a une influence sur tes points qui sont de l'autre bord, sur la petite flèche qui tourne, ça a une influence sur la couleur des peintures qui sont présentes. C'est ça, chaque décision a un impact 4, 5 8 affaires. Ouais. Puis c'est ce qu'ils appellent les salades à points de victoire. Là. J'ai beaucoup de façons différentes de marquer mes points de victoire. Fait que la première game, c'est overwhelming. Là. J'ai juste le mot en anglais. C'est beaucoup à absorber pour une seule partie. C'est vraiment un jeu extrêmement lourd. Pas au niveau des règles, mais au niveau des possibilités de victoire. Mais c'est un de mes euros préférés, il est très bien placé, quand même à 40e. C'est un euro que j'adore, que je sors pas assez à mon goût, qui est vraiment très très bon, puis qui est très beau, puis qui a une thématique aussi quand même relativement rare. Là, on parle de galerie d'art, d'exposition. Pas des qu'on tonnes. ne retrouve pas vraiment. Là. Il y en a un qui est sorti il y a quelques années, cette année, on en a passé Galeris. Galeris. Qui est très bon, mais je l'ai pas essayé encore. Il n'y en a pas tant que ça des jeux de Fresco qui est plus vieux. Galeris, j'ai joué une fois, c'est un gros euro lourd, mais c'est vraiment cool aussi. C'est ça. Fait que là, c'est le même principe. C'est un super bon jeu qui a passé aussi en dessous du radar. Que j'aime beaucoup, c'est Pearl Games qui le fait, que j'aime bien comme compagnie aussi. Donc, Bruxelles 1893, vraiment, je le recommande beaucoup si vous aimez les gros euros. Mon choix, 42. Pour mon numéro 41, je reste dans le jeu euro, mais cette fois-ci beaucoup plus simple, où on va se construire un petit royaume, en fait, en Bourgogne. Ça s'appelle Castle of Burgundy. Dans le fond, qui est une mécanique vraiment beaucoup plus simple, où on va avoir des petits dés qui vont se rouler, qui vont aller se placer dans les différentes zones du port. Je sais pas si tu as déjà joué. Oui, j'ai déjà joué une fois. Ils vont aller se placer dans différentes zones du port, puis ensuite, on va utiliser nos actions pour aller sélectionner différentes tuiles. Les dés, en fait, selon les dés qui ont été choisis, les dés que nous autres, on va aller influer sur les différentes zones sur le plateau central, puis on va aller chercher des tuiles qu'on va construire dans notre royaume, grosso modo, là, pour y aller simplement. On peut prendre des actions aussi pour aller chercher des petits ouvriers qu'on va pouvoir dépenser pour modifier la valeur de nos dés, comme il y a souvent dans les jeux, les placements de dés. Puis ensuite, notre petit plateau à nous, il est comme toutes de couleurs différentes. Là. Les zones sont différentes couleurs. Fait que les tuiles bleues peuvent aller sur les zones bleues, sur les rivières. Les châteaux qui sont les verts, si ma mémoire est bonne, peuvent aller sur les petits hexagones verts. Puis à chaque fois que je construis quelque chose, ça me donne un petit pouvoir que j'active. Quand je réussis à construire une zone au complet, si j'ai une petite zone qui a par exemple 4 tuiles bleues qui suivent dans l'arrière de l'autre, si je construis la zone au complet, ça va me rapporter un bonus de points de victoire selon le tour de jeu dans lequel on est. Plus on est tôt, plus ça score fort, si ma mémoire est bonne. Puis plus la zone est grosse, évidemment, plus ça score fort aussi. Puis après, selon les bâtiments qu'on construit, ça déclenche les châteaux me donnent une action de plus. Les petits bâtiments bruns. Il y a des bons combos à faire. C'est un petit jeu de combo. Ouais. Assez facile à maîtriser. Là, il y a la petite action de marché là, qu'on cumule des ressources là, dans un coin puis qu'on peut tous les vendre un moment donné puis aller faire des points de cette façon-là. Fait que il y a d'autres c'est un peu comme le jeu que je viens de nommer, il y a beaucoup de façons. Il y a différentes façons de faire des points, il y en a moins, sauf qu'il est vraiment accessible. C'est ça qui est particulier de Castle of Burgundy, c'est qu'il est simple à expliquer, il est simple à jouer, il est simple à maîtriser. C'est Ravensburger même qui l'édite, fait qu'il est pas cher, il est comme une trentaine de pièces. Non, mais tu sais, les composantes valent pas cher. Les composantes sont cheap. Le jeu il est laid. Là. Les composantes sont vraiment pas belles. C'est un Stephen Feld. C'est tellement la preuve d'un jeu laid mais qui a un gameplay excellent, ce jeu-là, c'est fou. Tu sais, il a longtemps été top 10 ou top 20 sur Board Game Geek. Là, je pense qu'il a reculé un petit peu. Mais il a longtemps été dans les meilleurs jeux sur Board Game Geek. C'est un super bon jeu euro avec une mécanique de placement de dés. Je me trompe pas, c'est même un des premiers là, qui a utilisé la mécanique de placement de dés. Parce que dans le fond, moi, en fait, c'est
C'est plus ou moins un placement de dés qu'une sélection d'actions selon la valeur de dés que j'ai. Parce que c'est dur à définir. Mais c'est un super bon jeu, c'est un petit jeu, c'est rapide. Ça prend 1 heure, 1 heure et quart. J'ai une partie de 1h30, mettons, la première fois. C'est assez rapide, surtout si on joue à deux. Il s'ajuste bien selon le nombre de joueurs qu'il y a aussi. Fait qu'un très beau petit jeu, très bon petit jeu, pas beau, mais un très bon petit jeu. Voilà. Fait que, c'est un Stefan Feld aussi, c'est un de ses meilleurs selon moi. Et voilà, c'était mon numéro 41, Castle of Burgundy. OK. Moi, pour finir cette tranche-là avec mon numéro 41, c'est un jeu aussi euro, un jeu en... Non, il n'y a pas du placement de dés, c'est du placement d'ouvriers. Mais il y a des dés aussi dans le jeu. C'est Manhattan Project Energy Empire. Okay. Donc dans Energy Empire, on va placer nos ouvriers pour aller faire différentes actions, aller se ramasser des ressources. Et après ça, on va essayer de construire des petits bâtiments. On a un aspect un peu tableau building. On va se construire des usines ou des trucs comme ça. Et on va avoir des dés qui représentent les sources d'énergie de notre empire énergétique. Donc, on va avoir des dés pour l'énergie pétrolière, évidemment, au début de la partie. Là, pendant la partie, je peux construire une centrale nucléaire qui va me donner un dé nucléaire. Je peux aller chercher un dé d'hydroélectricité, un dé d'énergie éolienne. Puis là, dans le fond, ce que je fais, c'est que soit je place des ouvriers ou je reprends mes ouvriers. Puis quand je reprends mes ouvriers, je vais lancer toutes mes dés d'énergie. Puis ça va me donner un certain nombre d'énergie. Après ça, je vais pouvoir utiliser cette énergie-là pour activer justement mes bâtiments dans mon tableau pour pouvoir générer des ressources, transformer des ressources aussi, faire des transformations, essayer de générer des points, parce que c'est ça le but du jeu, c'est de générer des points. Puis on a une espèce de tableau personnel qui va avoir une ligne dans le ciel, sur la terre et dans l'eau. Et on va gagner des jetons de pollution pendant la partie. Fait que si j'ai beaucoup de dés pétroliers, ça se peut que quand je les lance, oui, je vais générer de l'énergie, mais je vais générer de la pollution. Fait que là, je vais devoir aller placer des jetons de pollution sur mon plateau personnel. Plus mon plateau personnel est pollué, moins de bonus de points je vais faire à la fin de la partie, mais aussi pendant la partie, il va y avoir des tranches de jetons de pollution, avec des cartes on va dire des objectifs si on veut. Fait que là après, 5 jetons de pollution, on va révéler le premier objectif, puis toutes les cases dans le ciel vont scorer des points. Puis là, si mon ciel est tout pollué, là je scorerai pas de points là. Puis il y a une façon d'aller voir ces cartes-là d'avance dans le jeu. Okay. Fait que tu peux comme te préparer, si tu sais que c'est le ciel qui va scorer, là, je vais placer ma pollution ailleurs. Puis évidemment des actions qu'on peut prendre pour dépolluer notre plateau. J'aime beaucoup la thématique du jeu, l'espèce de thématique environnementaliste. C'est quelque chose d'assez rare dans les jeux de société en fait. Oui. Puis c'est vraiment bien implanté, c'est vraiment thématique. Parce que mes dés d'hydroélectricité ou d'énergie éolienne, eux, ils n'ont pas de pollution, mais ils font un peu moins d'énergie. Ouais. Tandis que mon dé nucléaire, il fait plein d'énergie, mais il fait de la pollution nucléaire. Aussi, hein. La pollution nucléaire, c'est comme un jeton de pollution, mais de l'autre côté. Fait que ça me prend comme 2 actions pour pouvoir l'enlever. Fait qu'il y a des beaux dilemmes là, dans l'énergie qu'on va aller chercher puis tout ça. Il y a quand même plusieurs manières de faire des points. Plus on a de dés, plus on peut aller recruter jusqu'à 5 dés qui nous donnent des points. On va avoir des objectifs personnels aussi qu'on va pouvoir faire pendant la partie pour faire des points. On a les points de nos bâtiments qu'on construit. On peut générer aussi des points de victoire avec différents effets de jeu. Donc super comme jeu. C'est super matériel à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un jeu qui avait été kickstarté, je pense. Ouais. Puis il y a eu beaucoup d'upgrades de composantes dans la campagne. Fait que là, nos composantes de métal. Un jeu de qualité. Nos composantes de métal, là, c'est genre des petits H-beam miniatures. On a les petits barils de pétrole. Donc c'est vraiment des super belles composantes. Un super jeu euro. Donc mon numéro 41, c'est Energy Empire. Et voilà, c'est ce qui conclut cette nouvelle tranche du top 100 de 50 à 41. 50 à 41. Donc, laissez-nous des commentaires sur ces choix-là, donc lesquels vous appréciez ou qu'on vous a donné le goût d'essayer. On a officiellement passé la première moitié, on est rendu dans la deuxième moitié et commencé. Fait que s'il y a des jeux que vous aimez, si vous êtes en accord ou en désaccord, laissez ça dans les commentaires. Et on va se revoir très prochainement pour la prochaine tranche de 10. Donc, on se revoit bientôt. Si, d'ici ce temps-là, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer sur notre petit bonhomme ici en bas. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et vous pouvez nous visiter sur notre Patreon si vous voulez nous encourager. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée et continuez de gamer.